je vais vous parler de blogs. J'ai parfaitement conscience que les blogs ont une mauvaise réputation. Ils sont écrits par des adolescents, des asociaux, des reclus sociaux. C'est des gens qui prétendent être des choses qui ne sont pas en réalité. Mais je vais vous expliquer comment moi, un médecin a priori, beaucoup d'expérience en termes de technologie, je me suis retrouvé à militer pour promouvoir la blogosphère, le fait d'écrire sur Internet. En fait, derrière le mot blog, si on peut juste arrêter l'expression, derrière le mot blog, en réalité, je vise plus large, en fait, c'est le web 2.0. Comment est-ce que le web 2.0, et en continuation de ce que vous dites tout à l'heure, comment est-ce que le web 2.0 est un outil que la société civile peut utiliser pour promouvoir le changement, pour stimuler la démocratie, pour rendre les responsables politiques redevables devant les citoyens. Donc, je vais vous expliquer un peu mon parcours. Je suis parti en France en 2003. C'était une année assez tendue sur le plan international. 2001, quand c'est pas encore politique. L'Irak venait d'être envahi et je débarque en fait en France. J'avais l'impression de traverser une ligne de front. Parce que dans l'idée, il y avait des stéréotypes à propos des musulmans, des arabes, on connaît cette histoire. Et de la même façon, de l'autre côté en fait, de la Méditerranée, l'occidental est tantôt assimilé à un surpuissant, tantôt traité de Homer Simpson, donc incompétent et arrogant. Et en fait, j'ai essayé de voir comment est-ce qu'on peut dépasser en fait les médias d'opinion. Parce qu'en fait, ces clichés, ces stéréotypes, que ce soit à propos des Arabes, des musulmans, ou que ce soit à propos des Occidentaux, d'autre part, sont véhiculés par les médias dominants, qui ont tendance en général à réduire les cultures, les civilisations à leur dénominateur commun le plus réduit. Et en fait, je suis tombé sur cette citation de Eugène Delacroix, un amoureux du Maroc, et à mon sens l'un des premiers blogueurs de l'histoire, qui disait qu'il a beau rechercher la vérité dans les masses, il n'arrivait pas à la trouver en fait. La vérité, lui, il l'a trouvée dans les individus, en allant vers les gens, en leur parlant, en les dessinant. Et c'est grâce à des gens comme Delacroix qu'aujourd'hui, nous avons les détails de cette société marocaine de la fin du XIXe siècle qu'on n'aurait pas pu imaginer autrement. Il a peint plusieurs tableaux, M. Delacroix. Comment est-ce qu'on pourrait, on aurait pu imaginer une scène pareille dans une ville marocaine, etc. Cela dit, parfois on peut se demander où est-ce qu'il va aller chercher ces modèles. Voilà. Donc le web 2.0, en fait, par rapport au mainstream media, aux médias dominants, la caractéristique du web 2.0, c'est qu'il permet en fait à l'individu de devenir lui-même un producteur de contenu. On n'est plus obligé d'être une chaîne de télévision, on n'est plus obligé d'être un network international. On est nous-mêmes producteurs d'informations. Il suffit d'avoir un appareil photo, un microphone, une caméra vidéo, et on peut transmettre en fait ce qu'on sait au reste du monde, partager. Le web 2.0, c'est des millions de personnes, c'est une masse démographique énorme. Facebook, c'est 500 millions de personnes, vous vous rendez compte, c'est 16 fois la population marocaine. Twitter, c'est 180 millions de personnes. C'est des utilisateurs qui débitent 750 tweets par seconde. Vous imaginez un peu, 650 millions par jour. Donc, c'est beaucoup d'informations. Le web 2.0, en définitive, redonne en fait la parole publique, il la redonne aux citoyens, il lui permet d'être entendu et éventuellement d'avoir des résultats, d'avoir un impact sur la réalité. Vous vous souvenez probablement de cette vidéo publiée sur YouTube par le sniper de Tarbiste. C'est un Marocain qui vit dans un village au nord du Maroc, un village pauvre, reculé, et qui a décidé un jour de prendre sa caméra vidéo et d'aller au carrefour le plus proche pour filmer une scène qui malheureusement fait partie de son quotidien. Il s'agit de la corruption malheureusement policière. Donc il a filmé ça, il l'a publié sur YouTube, et au bout de quelques jours, les images ont fait le tour du monde. Ça a été vu par des millions de personnes. Ils ont été repris sur un documentaire célèbre qui a été vu dans plus de 45 pays dans le monde. Et le plus important, c'est qu'il a lancé le débat dans la société marocaine. On a commencé à parler de corruption.
le gouvernement a réagi. Et il a réagi positivement. Et au lieu d'être arrêté, comme on aurait pu le craindre pour ce citoyen qui est mu par des volontés positives, il a été entendu comme témoin. Et donc le problème de corruption a été pas résolu, mais une action gouvernementale a été faite. Donc on est parti de l'individu et on est arrivé à une politique. Alors, ce qu'a fait le sniper de Charkist a créé sur Internet ce qu'on appelle un minimum. C'est-à-dire que les gens voient que quelque chose marche et ils font pareil. Et donc les gens commencent à photographier des inondations dans les gares de Rabat, par exemple. Les pratiques peu soucieuses des dégâts sur l'environnement de certains élus ou de certaines multinationales, en particulier au nord du Maroc. Alors, pour quelqu'un qui vient à l'étranger, en fait, on est très très agacé par ce genre de choses. Le Maroc, c'est des stéréotypes. C'est le tagine, c'est le calamant, c'est le rap, et c'est bien sûr les chameaux qui courent les rues de Casablanca, comme vous savez. Et donc, les médias dominants ne règlent pas le problème. Toutes ces images, en fait, viennent de la période coloniale, sont appelées les archives coloniales, en fait, écrites par la France, et qui ont été perpétuées. Et le problème, c'est que nous-mêmes, nous perpétuons ces images. Nous-mêmes, nous voyons dans ces images-là, et nous agissons comme si notre rôle était de rester cloué dans ce genre d'images monolithiques. Notre société est beaucoup plus riche que ça. En fait, les stéréotypes réduisent en fait la confrontation ouest-est, si vous voulez, aux méchants musulmans violents et extrémistes contre l'occidental, forcément fourbe et parfois incompétent. Et le regretté Edouard Saïd nous l'a appris déjà qu'il ne fallait pas compter sur les médias dominants. Parce que dans chaque groupe de presse, dans chaque journal, il y a toujours des intérêts, qu'elles soient publiques ou privées. Il y a un certain nombre de filtres, entre la source de l'information et celui qui la reçoit. La différence avec le web 2.0, c'est qu'il n'y a plus de filtre, c'est qu'il n'y a plus d'intérêt, sauf l'intérêt individuel de celui qui publie cette information. Vers la fin du VIe siècle, il existait en fait en Europe le mythe des 6 degrés de séparation. On pensait que n'importe quelle personne au monde était forcément reliée à une autre personne ailleurs au monde, et qu'il n'y avait entre ces deux personnes-là que 5 personnes qui se connaissaient forcément les uns les autres. Et ça n'a jamais été vérifié. Aujourd'hui, on l'a vérifié. Sur Facebook, si vous êtes membre de Facebook, entre vous et n'importe quelle autre personne dans le réseau, il n'y a que 5 personnes. Sur Twitter, ils ne sont que 4. Donc, sur 500 millions de personnes, il y a entre vous et l'autre personne qu'un nombre très réduit de personnes. Donc, vous pouvez parler à ces personnes-là. Le monde est vraiment petit. Je passe mon temps sur Internet avec ces gens-là. En fait, je les appelle les xénophiles, mais c'est pas moi qui les appelle, c'est Ethan Zuckerman, qui est le fondateur de l'organisation qui s'appelle Global Voices. Je suis volontaire avec ces gens-là. Nous sommes des xénophiles. Ça veut dire qu'on aime l'étranger. On veut créer des ponts. On jette des ponts entre les cultures. On a eu la chance d'avoir de l'éducation. On est, comme le disait monsieur, en tant que Marocain, très doué pour apprendre de nouvelles langues. Et l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que un blogueur marocain qui écrit sur sa vie quotidienne ne pourra pas être lu par un Américain, par exemple. Il ne lit pas le français. Il est limité à sa langue maternelle, qui est l'anglais. Ou un Chinois, par exemple, qui ne lit ou qui ne décrit que le mandarin. Et donc, ces 300 personnes bénévoles, douées des plus bonnes volontés au monde, ce qu'on fait, c'est chacun dans notre région du monde, on regarde ce qui se passe sur l'école, on écrit un reportage en fait sur ce qui se passe, on le traduit vers l'anglais, vers le chinois, vers l'espagnol. Et au bout de quelques jours, le même article est traduit en plusieurs langues par des bénévoles. Et il est produit autour de la planète, littéralement. En ce qui concerne le Maroc en particulier, on s'est rendu compte que la structure du Maroc, en fait, sociale, culturelle, c'est qu'on a des sphères qu'on a des époques coloniales aussi. On a des gens qui sont arabophones, des gens qui sont francophones, et ces sphères-là interagissent entre elles assez peu. Donc là aussi, un travail de rapprochement à faire. Donc on a créé Talk Morocco en décembre dernier, avec mon ami Gillian Silop, qui est une américaine, qui est amoureuse du Maroc aussi, du xénophile. Et donc, ce qu'on fait, l'idée c'est, on demande
à des gens, à des journalistes, à des blogueurs, à des gens ordinaires, de venir écrire sur le site. Ils écrivent sur leur vie quotidienne, sur ce qui les préoccupe, et nous, on leur offre notre service en tant que traducteur bénévole. On publie ça sur le site, et on leur offre une plateforme pour qu'ils soient relus par le plus large public possible. Chose qu'ils n'auraient pas pu avoir autrement, puisqu'ils ne sont que arabophones ou que francophones. On leur offre en réalité de dépasser la sphère francophone avec tout le respect que j'ai pour la culture de la langue française. Et donc, depuis qu'il a été créé comme recours, on ne pouvait pas imaginer le succès qu'on aurait eu, puisque on a été sollicité par des journalistes, on a été interviewé par la BBC, par CNN, on a reçu un prix du meilleur blog en langue anglaise qui nous a mené jusqu'à quoi, on est parti jusqu'au Chili, on est parti à Budapest récemment, à Beyrouth. Tout ça pour vous dire qu'il y a un intérêt pour le dialogue des cultures. Et ces intérêts ne passent pas par les traditionnels. Ils passent par vous, tous, qui écrivez sur Internet. Si vous êtes blogueur, en fait, ce que vous faites, c'est donner une voix à la société marocaine, en tant qu'individu. Il y a des gens sur Internet, comme les xénophiles que je vous ai dit tout à l'heure, qui vont vous mettre sur la carte. C'est la carte 2.0 selon le sommet 2.0 qui va se dérouler à San Francisco. Mais ce n'est pas une caricature, en fait. C'est des territoires à prendre. Et pour les prendre, il faut s'exprimer. Exprimez-vous. Vous avez les potentialités. N'attendez pas qu'on parle pour vous. Il y aura des gens bénévoles pour traduire ce que vous faites. Et croyez-moi, ce sera d'autant plus d'expérience pour vous tous. Voilà.